Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un complément de magnétostatique. On va faire un calcul par découpage d'un champ magnétique. J'ai déjà fait il n'y a pas longtemps un calcul par découpage du champ électrique. Peut-être tu te demandes, est-ce qu'on peut aussi faire des calculs par découpage de champ magnétique? La réponse est oui, mais ça utilise une formule hors programme qui s'appelle la formule de Biot et Savart. Actuellement, elle est hors programme des prépas, elle va peut-être le redevenir avec la nouvelle réforme, je ne sais pas. En tout cas, c'est une formule indispensable pour calculer par exemple le champ magnétique sur l'axe d'une spire. Peut-être tu te demandes comment on peut calculer le champ magnétique sur l'axe d'une spire. Eh bien, on va voir que pour ça, le théorème d'Ampère, bien qu'il continue évidemment d'être vrai, est inutilisable parce que quand on prend une simple spire, eh bien dans l'espace, il n'y a pas suffisamment de symétrie pour trouver des contours simples pour calculer le champ magnétique en tout point de l'espace. Et même quand on va utiliser cette formule de Biot et Savart, on va voir que c'est commode pour avoir le champ sur l'axe, mais en dehors de l'axe. Alors si on n'est pas loin de l'axe, il y a des techniques aussi en utilisant le fait que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est nul. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. On peut du coup avoir le champ au voisinage immédiat de l'axe, un calcul très classique. Mais sinon, eh bien voilà, c'est compliqué. Mais on va voir donc cette formule de Biot et Savart. Je vais essayer de faire une analogie également avec un petit peu l'électrostatique pour t'expliquer la philosophie de cette formule. Alors quand on est en électrostatique, on connaît le champ créé par une charge ponctuelle, Q sur 4pi epsilon 0, R carré, vecteur U du point P qui tient la charge vers le point M. Donc on regarde le champ créé par la charge Q en P au point M. Et cette formule de la charge ponctuelle est à l'origine de toute une série de calculs par découpage, puisque quand on a finalement une distribution linéique ou volumique ou surfacique, eh bien ce qu'on peut faire, c'est intégrer, c'est-à-dire calculer ce champ par superposition, comme étant la somme pour tous les points P appartenant à une distribution, donc soit volumique, avec une densité volumique de charge, dQ ce sera ρ dτ, ou lambda dl pour une charge linéique comme j'ai fait dans cette dernière vidéo d'électrostatique. Donc voilà, ça c'est le calcul par découpage. Alors comment est-ce qu'on peut faire quand on a un champ magnétique qui est créé par des courants, un calcul par découpage? Alors pour ça, il faut connaître la notion d'élément de courant, DC, de la même manière que dQ en électrostatique, la charge fixe et la source élémentaire du champ électrique. De la même manière, DC, l'élément de courant, et la source élémentaire du champ magnétique. Donc, cet élément de courant, par définition, donc il est en ampères-mètres. Pour des courants filiformes, c'est IDL. On peut démontrer aussi, et je l'ai fait dans une autre vidéo, les sources du champ magnétique, que quand on a une distribution volumique, c'est JDTO. Quand on a une distribution surfacique, c'est JSDS. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bon, l'équivalence entre IDL et JDTO, ça c'est quand même intéressant. Mais je ne le fais pas ici, je te renvoie à cette vidéo de cours. Donc, ce qui va jouer le rôle de DQ, c'est DC, un élément de courant. Alors, bien sûr, un élément de courant ne peut pas exister seul, parce qu'un courant existe uniquement si on a un circuit fermé, c'est sous-entendu. Mais de la même manière que DE, c'était DQ sur 4pi epsilon 0 R carré, eh bien dB, indice P en M, donc l'élément, la contribution au champ magnétique total d'un élément de courant DC au point P, eh bien ce sera mu0 sur 4pi, donc ça c'est assez fréquent, 1 sur 4pi epsilon 0, l'équivalent c'est mu0 sur 4pi, dQ est remplacé par DC en P si on veut. Alors là il y a un produit vectoriel, U de P vers M, le vecteur unitaire, divisé par PM carré. Donc on voit que c'est une formule qui ressemble d'une certaine manière pas mal à la formule d'électrostatique, sauf qu'il y a un produit vectoriel, mais on a remplacé donc dQ par DC, et bien sûr, on va intégrer ça. Alors, le plus fréquent, c'est sur un circuit filiforme, et on va mettre un rond obligatoirement, puisque forcément, le circuit est fermé. Ça aussi, c'est peut-être une des différences avec l'électrostatique. L'élément de courant ne peut pas exister tout seul. La charge élémentaire pouvait exister toute seule, mais l'élément de courant, lui, il ne peut pas exister tout seul. Donc voilà la formule de Biot et Savart. Donc appliquée à n'importe quelle, on va dire, distribution de courant, sauf que j'ai quand même déjà sous-entendu qu'on était avec un courant filiforme. Donc le point P, ici, va se balader sur la spire. Il va falloir intégrer
le long de cette spire. Alors c'est finalement une configuration qui ressemble en magnétostatique énormément à la dernière vidéo d'électrostatique que j'ai mis en ligne, où on a calculé sur l'axe d'un anneau chargé linéiquement uniformément. On a calculé le champ électrostatique, pardon. Et donc là, on va calculer le champ magnétostatique sur l'axe de cette spire parcourue par un courant I filiforme et évidemment constant. En fait, c'est vrai quand même dans l'ARQP, dans l'approximation des régimes quasi permanents, cette loi, mais bon, allez, restons vraiment en statique. C'est déjà pas mal. Alors, il y a un secret dans tous ces calculs par découpage. Ce secret, c'est toujours le même, je l'ai déjà développé ailleurs. C'est il faut projeter avant d'intégrer. Autrement dit, il faut déterminer la direction du champ en M sur l'axe avant de se lancer dans le calcul par découpage, parce qu'il va falloir projeter avant d'intégrer, projeter le champ dB avant d'intégrer. Alors, regardons un petit peu. Concrètement, qu'est-ce que ça va être que cet élément DC? Eh bien, comme on a un courant filiforme, on voit que le petit vecteur tangent à cette spire, eh bien, sur le cercle de centre O de rayon R, c'est R dθ vecteur Eθ. Alors, j'essaye de faire un dessin en perspective, mais en fait, le vecteur Eθ, il vient vers nous, là, il transperce le tableau. On peut regarder donc la contribution dB, indice P en M, donc cette contribution de l'élément de courant. Donc, on va avoir I R dθ vecteur Eθ vectoriel U de P vers M sur PM au carré. Donc PM, c'est cette distance-là. Bon, j'ai fait exprès de prendre le vecteur Eθ qui est au sommet ici de la spire. J'aurais pu le prendre un peu partout ailleurs, mais c'est pour qu'on y voit mieux dans l'intégrale. Alors, donc comme tout produit vectoriel qui se respecte, dB va être à la fois perpendiculaire à Eθ, donc perpendiculaire à Eθ, ça veut dire dans le plan du tableau, ça on s'y attendait, et puis U de P vers M, donc c'est ce vecteur unitaire, U de P vers M, donc eh bien on voit que dB va être perpendiculaire à ces deux vecteurs, donc R dθ, U de P vers M, ça fait une contribution dans ce sens-là. Alors, avant même de calculer finalement cette contribution, il faudrait déjà déterminer la direction du champ en M par des recherches de plans de symétrie ou d'antisymétrie. Donc là, je te rappelle les propriétés du champ magnétique, c'est entre guillemets le contraire du champ électrique. Il est perpendiculaire à tout plan de symétrie des sources du champ magnétique, c'est-à-dire des courants, et il appartient à tous les plans d'antisymétrie des courants. Donc ça, voilà, c'est facile à retenir. Le champ E appartient au plan de symétrie, il est contenu dans les plans de symétrie. B, il est perpendiculaire au plan de symétrie des courants, des sources. Et puis, donc je répète, B, il appartient au plan d'antisymétrie des courants, alors que E était perpendiculaire au plan d'antisymétrie des charges. Voilà, j'espère que tu t'en mêles pas trop les pinceaux. Si tu maîtrises bien pour E, ben, sache que pour B, c'est le contraire. Donc, pour déterminer la direction du champ magnétique en B, les choses sont assez simples. Ou bien on a au moins deux plans d'antisymétrie qui passent par M. Alors souviens-toi, il faut que les plans passent par M. Par exemple, le plan qui contient la spire est un plan de symétrie des courants. Mais le problème, c'est qu'il ne passe pas par M. Donc, on peut certainement déduire des choses. Si on compare des points symétriques par rapport au plan de symétrie des courants, les champs magnétiques seront antisymétriques, mais ça ne nous aide pas à déterminer la direction du champ en M. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plan en M de symétrie ou d'antisymétrie? Eh bien, si on prend par exemple le plan du tableau, alors, est-ce un plan de symétrie ou d'antisymétrie des courants? Là encore une petite astuce, je te rappelle que si les courants transpercent un plan, ça ne peut pas être un plan de symétrie des courants. Ça va être un plan d'antisymétrie des courants. On voit bien que le courant transperce comme ça ici, il transperce comme ça ici. Les courants sont antisymétriques par rapport à ce plan. Et en fait, tous les plans contenant l'axe OZ sont des plans d'antisymétrie et il y en a donc une infinité.
Et on sait que B appartient donc à l'intersection de tous ces plans d'antisymétrie qui contiennent tous le champ magnétique. Donc en fait, le champ appartient à l'intersection, c'est-à-dire la droite OZ. Donc le champ est porté finalement par OZ. Alors, donc ça veut dire que nous, finalement, la seule contribution qu'on va regarder, c'est la projection dBz sur l'axe Z de ce champ magnétique. Donc d'abord, on va faire ça donc en plusieurs étapes. On va calculer la norme de ce champ élémentaire. Ensuite, on va le projeter sur OZ et ensuite, on va intégrer. Donc, est-ce qu'on peut calculer la norme de dB, indice P en M, comme toute norme d'un produit vectoriel? Donc, c'est le produit de la norme des vecteurs fois le sinus entre les deux. Et on voit que Eθ est toujours perpendiculaire donc à E de P vers M, puisque Eθ, encore une fois, il transperce le tableau, là, perpendiculairement au tableau. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux, ils sont tous les deux unitaires. Donc, finalement, la norme de ce produit vectoriel, ça fait 1 fois sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Donc, ça fait mu0 sur 4pi, RI dθ divisé par Pm au carré. Mais là, on n'a pas encore projeté. Donc, il ne faut pas surtout oublier de projeter. Donc, je vais projeter dBz. Donc là, j'ai un angle alpha. Ici, j'ai un angle droit à cause du produit vectoriel. Donc là, je vois que j'ai pi sur 2, ou plutôt, je vais appeler cet angle alpha là. Et donc, cet angle-là, ça va être pi sur 2 moins alpha. Donc, quand je projette dB sur Z, ça fait cosinus de pi sur 2 moins alpha, ce qui nous donne en fait sinus alpha. Donc ici, il faut multiplier par sinus alpha. Et donc ensuite, il va falloir intégrer cette expression. Alors, tout est constant là-dedans. Alpha est finalement fixé parce que quand on fait tourner le point P sur la spire, on va décrire comme un cône de sommet M et de demi-angle au sommet alpha. Alpha va être le même pour tous les points P. La distance PM également, puisque le point M est sur l'axe de la spire, donc la distance PM est la même pour tous les points P. Donc finalement, tout est constant et il n'y a qu'à intégrer selon θ. Donc on va faire tout le tour. Et donc on aura BZ en M, et c'est même une mesure algébrique. Donc c'est mu0 sur 4pi, RI, donc 2pi, sinus de alpha sur PM au carré. Alors la tradition, c'est de ne pas laisser ça comme ça. On va voir comment on le transforme en exprimant le sinus de alpha dans le triangle OPM, donc qui est rectangle ici en O. Sinus de alpha, c'est côté opposé, c'est-à-dire R sur PM. Donc ça, c'est R sur PM. Donc là, on récupère un PM au cube. Et donc, on voit que finalement, qu'on pourrait récupérer pratiquement un sinus cube alpha à condition donc de multiplier par R et de diviser par R. On a aussi simplification par 2pi. Donc BZ en M, c'est mu0 I sur 2R sinus cube alpha. Et voilà souvent voilà comment on met ce résultat-là. Donc une spire parcourue par une intensité I de rayon R crée en un point M de l'axe un champ magnétique mu0 I sur 2R sinus cube alpha, où finalement alpha est l'angle depuis lequel on voit tous les points de la spire à partir du point M. Donc on décrit ce cône de sommet M et de demi-angle au sommet alpha. Ce calcul est super important parce qu'il est à la base du calcul du champ créé par un solénoïde fini et de tout un tas de circuits qu'on peut découper en spires élémentaires. Donc pas forcément de rayon constant d'ailleurs. Alors même si c'est un peu sorti de l'esprit des programmes de magnétostatique, voilà, c'est quand même un résultat assez fondamental. Donc le champ magnétique créé par une spire de rayon R sur son axe. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Je pense que voilà, retenir l'idée qu'on peut faire des calculs par découpage pour des champs magnétiques en ayant au préalable déterminé la direction du champ magnétique, en regardant la contribution de chaque élément de courant, en projetant avant d'intégrer. Et donc voilà, ce résultat est intéressant et donc il reste à exploiter dans la suite. Alors on pourrait quand même peut-être faire un graphe donc, de BZ
de M. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut comparer les champs magnétiques en deux points symétriques. Alors, est-ce que cette fonction va être paire ou impaire? Déjà, la direction du champ, hein, on s'est donné ces données par la règle de la main droite. Donc, le courant, on l'a pris qui tournait comme ça. Ça, c'était devant le tableau, ça, c'était derrière. Hein, j'ai fait un trait plus épais. Donc, le champ magnétique était comme ça. Et donc, il va tout le temps être orienté dans cette direction-là. La fonction par symétrie, elle va être paire. Donc, le champ magnétique, voilà, il est comme ça. Et donc, il est maximum au centre, d'ailleurs. Quand alpha vaut pi sur 2, donc il vaut ici mu0i sur 2r, et puis donc il tend vers 0 quand z tend vers plus ou moins l'infini. Donc ça, c'est le profil du champ magnétique créé par cette spire. Voilà, à très bientôt sur e-learning physique.